Et yo tout le monde, c'est Chua, j'espère que tout le monde va bien pour cette partie 9, fin de ce creepypasta. Il y a un update, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'il y a une partie bonus qui est sortie, je vous la ferai plus tard. Deux, trois petites choses à vous dire avant de commencer. Déjà le récapitulatif, on en était au moment où Parker avait, si je peux dire, déterré le corps du mur, enfin désencastré le corps de Joe, le vrai corps de Joe, qui en fait a créé un genre de double de lui-même de par sa maladie mentale. On va sûrement arriver au moment où il se rencontre donc du coup dans l'hôpital où il est toujours enfermé. On va voir ce qui se passe, cette dernière rencontre. Je vous donne aussi encore l'information du SoundCloud qui est en description pour tous ceux qui veulent revoir ou écouter des creepypasta ou avoir des exclus sans passer par YouTube. Voilà, tout simplement, si vous partez en voyage, etc., etc. Le petit like, le commentaire et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis, c'est parti pour cette partie 9. Mettez-vous dans l'ambiance avec de quoi vous sustenter une tour Eiffel, un éléphant ou une peluche. Votre main droite ou votre main gauche, c'est le plus important. On ferme les rideaux, c'est parti pour cette partie 9. Eh bien les amis, c'est le moment. La fin de l'histoire que j'ai cachée pendant plus de 10 ans et qui a presque détruit mon intérêt pour le domaine de la médecine et de la psychiatrie pour toujours. Il y aura beaucoup de choses à dire pour conclure à la fin, donc pour l'instant, tout ce que je dirais, c'est que cela aurait dû être la partie la plus difficile à écrire de cette histoire, mais à cause de toute la positivité et la réceptivité dont vous avez fait preuve tout au long de cette histoire, je n'ai ressenti que du soulagement à pouvoir l'enregistrer. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. Finissons-en avec cette histoire. Après mon horrible découverte, les heures qui ont suivi se sont écoulées dans la brume. J'ai suggéré à Martha à contre-cœur d'appeler la police, mais elle semblait trop choquée pour m'écouter. Quoi qu'il en soit, il semblait que je n'étais probablement plus la bienvenue sur la propriété, d'autant plus que j'avais probablement effacé toutes les traces d'espoir qu'elle avait laissées pour récupérer son fils, tout en soulevant toutes sortes de questions inconfortables et menaçant pour sa santé sur ce que exactement était Joe. Elle avait payé pour l'hospitalisation depuis 20 années, je me suis dit qu'il valait mieux que je parte. Alors je me suis excusé et je me suis dirigé vers ma voiture. Je me souviens qu'il était environ 16 heures quand j'ai quitté ce manoir maudit, la hache de feu à la main, après quoi je me suis immédiatement retourné vers l'hôpital. Mais je ne suis pas allé tout droit. Il y avait un moyen d'attraper la chose qui s'appelait Joe et qui admettait ce qu'elle avait fait. Je voulais pouvoir l'utiliser, alors je me suis arrêté dans un Radio-Shack miteux près de l'hôpital pour acheter un petit magnétophone à cassette vierge. Je me suis dit que s'il ne savait pas que j'avais la cassette, il risquait de faire une erreur et de se faire prendre à son propre jeu. Puis, je me suis rendu à l'hôpital. Je suis arrivé vers 17h45 et j'ai envisagé de sortir la hache de feu de mon coffre pour régler ce problème à ce moment-là. Mais ma connaissance des procédures habituelles de dotation m'a arrêté. Il y aurait trop de gens pour essayer quoi que ce soit maintenant, et même si je voulais infliger une sorte de vengeance au monstre, je ne voulais pas non plus être enfermé pour cela. De toute façon, même si je ne pouvais pas tuer Joe, à ce moment-là, j'étais certain d'obtenir des réponses de lui. Quoi qu'il ait pu être, il était toujours le prisonnier à la merci de celui qui détenait la clé de sa chambre, et à l'instant, c'était moi. Je me suis précipité à l'hôpital et je me suis dirigé directement vers le repère de la créature maudite. Une fois à l'extérieur, j'ai enfoncé la bande dans mon magnétophone, appuyé sur le bouton record et l'ai caché dans ma blouse de laboratoire. Puis j'ai enfoncé ma clé dans la porte et je l'ai ouverte furieusement, ma colère vertueuse écrasant toute trace de peur que j'aurais pu ressentir face à cet agent inconnu de la terreur. Joe a levé les yeux quand je suis entré dans sa chambre. Voyant que c'était moi, son visage s'est fendu en sourire tordu, habituel, comme si rien ne s'était passé depuis ma tentative ratée de la libérer. Quand il parlait, c'était dans la même répro qu'il avait utilisé en faisant semblant d'être saint d'esprit. Bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Doc. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Elle t'a vraiment fait du rentre-dedans, n'est-ce pas? Je vous ai dit. Je suis un homme saint d'esprit qu'ils utilisent pour mon... Ne t'avise pas de faire ça. Je viens d'aller chez le vrai Joe, j'ai vu ce qu'il y avait dans le mur. Je te le redemande. Je sais que tu n'es pas humain. Alors qu'est-ce que tu es? Cette partie suivante, j'hésite à l'écrire telle qu'elle, puisque je m'en souviens, pour des raisons qui deviendront très claires à mesure que vous continuerez à lire. Cependant, j'ai passé des années à essayer de me convaincre avec tous les outils que la psychiatrie peut m'offrir
que ce dont je me souviens n'est que mon imagination. Néanmoins, les souvenirs sont restés obstinément les mêmes. Par conséquent, si je dois vous faire part du danger dont je me sens le devoir de vous avertir, je dois donner à mon expérience la crédibilité qu'elle mérite et la rapporter telle que je m'en souviens, même si je trouve moi-même plus réconfortant de prétendre que c'est mon propre esprit qui m'a momentanément abandonné. Mais le serment d'Hippocrate dit « D'abord, ne fais pas de mal ». Et je ne peux donc pas laisser cette prétention m'empêcher de protéger les gens de la chance, même minime, que ce que j'ai vu et entendu représente un danger réel. Maintenant, revenons à l'histoire. Joe m'a regardé pendant un long moment. Ma connaissance était une évolution à laquelle il ne s'attendait manifestement pas. Puis, son sourire s'est élargi, et n'a cessé de s'élargir jusqu'à ce que ses joues se détachent et s'ouvrent en un rictus cinglant. La peau reliée à son front s'est détachée, faisant jaillir du sang le long de son visage, matant ses cheveux, alors que son crâne s'effondrait sous l'effet d'un coup invisible. C'était exactement l'état dans lequel se trouvait la tête de mon chien Marty quand ils l'ont repêché dans la rivière. Quand la chose qui s'appelait Joe ouvrit à nouveau sa bouche, le sang coulé de ses gencives explosait. Et elle riait de la respiration sifflante humide et pourrie de mes cauchemars. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale, mais je l'ai ignoré. Le message de ce rire soigneusement choisi était clair. Il revendiquait le mérite de la mort de Marty. Je me suis forcé à réagir avec colère plutôt qu'avec peur qu'elle le voulait. Putain de menteur, j'ai craché sur la chose. Tu veux juste que... Je pense que ce soit toi qui as tué Marty pour me faire peur, de la même façon dont vous saviez qu'un insecte géant ferait peur au vrai Joe ? Il n'y a pas eu de réponse. Seulement plus de sang jaillissant de sa bouche mutilée de la chose. Cependant, semblant vouloir communiquer quelque chose, il s'élevait à travers l'esprit. Je voulais le frapper à la mâchoire et courir, mais j'étais trop paralysé pour bouger. Heureusement, quelque chose dans la façon dont il a bougé suggérait qu'il ne voulait pas m'attraper, et encore moins m'attaquer. Il leva une des mains de Joe et appuyait sur la poche où il avait caché mon magnétophone. Puis avec un autre rire, moite encore une fois, il me fit un faux reproche en agitant son doigt. Là encore, le sens implicite était évident. Ça ne vous servira à rien. J'ai eu un autre frisson. J'ai ignoré celui-là aussi, mais avec plus d'effort. « Qu'est-ce que tu es ? Je dois savoir !» La mâchoire de la chose semblait se détacher cette fois. Sa voix terne et délabrée parvint à former des mots. « Qu'est-ce que tu penses ?» C'était un piège. Il voulait que je lui donne un nouveau rôle à jouer. Je n'allais pas le faire et je ne devais pas le faire. « Je pense que tu es un petit lapin duveteux, dis-je d'une voix moqueuse. Je crois que je vais t'appeler Câlin. » La chose donna un autre rire horrible et rauque. Elle s'arrêta plus longtemps que d'habitude, car plus le sang coulait de son menton, plus elle avait du mal à s'exprimer. Je l'ai regardé fixement. Peut-être pas, mais je ne vais pas te donner un rôle. Je sais comment tu travailles. Mais je vais te dire ce que je sais. Je sais que tu as tué Joe. Tu l'as tué et tu as pris sa place. Il n'a pas répondu. Pendant quelques secondes, il n'a pas réagi du tout. Puis avec un autre rire cinglant, il secoua la tête de haut en bas. Ce signe m'a infligé quelques frissons. « Pourquoi ?» j'ai demandé. Par réflexe, par curiosité. La chose s'arrêta, semblant réfléchir sérieusement à ma question. Quand sa bouche s'est ouverte pour parler à nouveau, j'ai failli m'étouffer à l'odeur fétide de son haleine, alors qu'il se penchait près de moi. « Rien. Comme moi n'a jamais eu la chance d'être... » « Être humain ?» J'ai fini dans un murmure d'horreur. Il secoua de nouveau le doigt vers moi, secouant la tête avec une connaissance exagérée. « D'être une proie !» Il a terminé en mettant l'accent sur le dernier mot. Je me sentais mal, mais je me suis forcé à affronter la situation avec le plus de détachement possible. C'était pour me narguer, mais au moins, cet être était honnête. « Mais pourquoi rester ici ? Tu aurais pu être libre toutes ces années, tu aurais pu torturer des gens sans être emprisonné, pourquoi rester si longtemps ici ? Ne savais pas comment être une proie, siffla la chose. Tiens, tellement de nourriture ici et sécurité. Ici, j'apprends comment les proies pensent.
Il a mis un doigt sur sa poitrine, puis sur moi. Curieux. Comme toi. Réflexivement, j'ai pris du recul, consterné par l'implication. Je n'ai rien à voir avec ce que tu es. Son rire m'a sifflé dans les oreilles. Oui, tu es comme moi. Les deux, toi et moi, vivent dans la misère. Vous profitez et moi je mange. J'ai essayé de crier, mais c'est sorti creux et tremblant. La chose se penchait très loin en moi, maintenant si proche qu'elle me paraissait grotesque et intime. Pourrez-vous m'aider? Pourrez-vous montrer quel autre poids pour moi? Je me sentais si mal et si malade que j'ai dû m'appuyer contre le mur. J'étais toujours provocateur, je l'ai affronté avec tout le courage que j'ai pu rassembler. Non, je sais ce que tu fais. Tu sais que ma pire peur est de ne pas pouvoir sauver les gens. Tu me fais juste croire que tu peux m'aider à faire ça pour me regarder échouer et te nourrir de ma misère. L'expression de la chose, si l'on peut appeler ça ainsi, s'assombrit momentanément. J'avais vu à travers sa ruse et ça l'a mise en colère. Cependant, à un instant, son sourire était revenu et avec lui, un rire comme une cascade d'acide. Tu ne peux pas te battre. Stupide proie, tu es impuissant. Encore plus fou. C'est toi qui es impuissant, tel que tu es maintenant. Tout ce que tu veux faire, c'est essayer d'effrayer les gens, mais si ça échoue, tu es dans la merde. Alors, pourquoi pas essayer de me tuer? Prends la hache. Reviens me voir et essaye. J'étais momentanément à court de mots et j'ai commencé à ressentir de l'intimidation dans ma conscience. Puis une pensée m'a soudainement traversé l'esprit et je me suis retrouvé en train de retourner dans la pièce et me retrouver devant ce regard moqueur et sadique. Je n'ai pas besoin d'essayer de te tuer. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'amener tout le monde ici à arrêter de faire attention à toi. Ce que je peux faire maintenant, vu que j'ai vu ce que tu avais fait au vrai Joe. Et vraiment, c'est ce qui te tuerait, n'est-ce pas? Si on arrête d'envoyer des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, tu n'aurais plus de victimes. Tu vas mourir de faim ici. Profite de toutes les mauvaises pensées que tu auras de moi, espèce de parasite, parce que ce sont les dernières que tu mangeras. Je te le promets. Je n'avais plus rien à lui dire. Je me suis retourné et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu la chose parler à nouveau. Cette fois à une vitesse normale et une voix normale. Et, d'une manière ou une autre, cela n'a fait que rendre ces derniers mots plus dissonants et déconcertants. Doc, écoutez la cassette. Pour votre propre bien, écoutez-le, avant d'essayer quoi que ce soit, s'il vous plaît. J'ai fait demi-tour malgré moi. Joe me regardait avec une expression effrayante, toute trace de sang et de mutilation ayant disparu de son visage et de ses vêtements. Je n'ai pas donné le temps de me faire peur. Je me suis retourné et j'ai craqué la porte derrière moi, laissant l'hôpital en rage. Quand je suis remonté dans ma voiture, j'ai sorti le magnétophone que j'avais transporté. Je l'ai arrêté, j'ai rembobiné la bande, puis, en rentrant chez moi, j'ai poussé la cassette dans le magnétophone de ma voiture pour voir si j'avais enregistré quoi que ce soit. J'aurais aimé pouvoir dire que j'avais vu les résultats venir, mais, malheureusement, même moi, j'avais gardé l'espoir que je pourrais rassembler des preuves solides que je n'étais pas fou. Vous avez probablement deviné ce que j'ai entendu. Ma propre voix et mes propres protestations en colère ont été clairement préservées sur la bande, mais les réponses moqueuses et étranges de la chose qui se faisait appeler Joe n'étaient nulle part, ou ne se faisaient entendre. Au lieu de cela, tout ce que j'entendais c'était la voix terrifiée d'un homme de roseaux familiers, rappeuse et désuète, mais tout à fait ordinaire. Inutile de dire que j'ai écrasé la bande avec un marteau quand je suis rentré à la maison et que je l'ai jeté. Mais même avec cette preuve que je savais que je ne pouvais dire à personne, je n'avais aucune preuve. Finalement, c'était ça. Et n'importe qui d'autre penserait que j'ai l'air d'être devenu fou. À vrai dire, je n'étais même pas sûr d'être encore sain d'esprit. Je me rends compte que, dans les films, cela se terminerait en surmontant mes doutes, en retournant affronter le monstre qui s'appelle Joe et en lui enfonçant la lame de la hache dans le crâne, ou quelque chose de dramatique comme ça, mais malheureusement, si cette histoire a certainement eu ces moments de psychodrame d'horreur à la hollywoodienne, elle ne s'arrêtera pas là. Je ne suis jamais retourné à l'hôpital ce soir-là. En fait, je suis pas sûr d'être jamais retourné dans la chambre de Joe.
Et pas pour la raison que vous pensez. Pourquoi je dis que je ne suis pas sûr? Eh bien, c'est la dernière partie étrange de cette histoire. Quand je suis rentré de l'hôpital après cette dernière visite avec la chose qui s'appelait Joe, j'ai trouvé ma fiancée qui m'attendait. À son crédit, elle a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas et que je voulais pas en parler. Alors elle m'a versé quelques verres et m'a donné quelques autres conforts. Des réconforts d'adulte, ce qui m'a suffisamment fatigué pour que je m'endorme. Qui plus est, miraculeusement, je n'ai pas rêvé de Marty, même si le rêve que j'ai fait me tient éveillé ces jours-ci, bien plus que tout regret d'enfance. J'ai rêvé que je retournais à l'hôpital, mais ce n'était pas comme ça que l'hôpital aurait dû être. Tout était noir comme le noir, et seul le moment implacable qui se produisait parfois dans les rêves me permettait même de naviguer. De plus, je n'y suis pas entré par l'entrée principale, mais par une sortie de secours peu connue qui avait été laissée ouverte. Normalement, j'aurais été complètement désorienté, je serais tombé sur un escalier dans le noir sans savoir où ils sont sortis, mais dans le rêve, je savais exactement où j'allais et je ne manquais aucune étape. Ma destination, comme vous l'avez probablement deviné, était la cellule appartenante à la chose qui s'appelait Joe. Mais le chemin semblait anormal. C'était peut-être le fait que j'étais pieds nus dans le rêve, mais le sol en dessous de moi était trop glissant, presque mouillé, comme si le concierge l'avait passé avec une serpillière. Mais ce n'était pas la caractéristique la plus visiblement onirique de l'expérience. C'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé à la cellule elle-même, pour entendre le clic du loquet et voir la porte s'ouvrir toute seule de l'intérieur. Mais je n'ai pas eu le temps de réagir à ce spectacle épouvantable, car à peine le loquet tiré vers l'arrière et que la porte a éclaté vers l'extérieur, je me suis retrouvé emporté dans une ruée d'eau stagnante et sale qui sentait incongrue la mousse et la terre. Il s'est déversé hors de la cellule, presque comme si j'avais ouvert la porte d'un aquarium scellé et a balayé le couloir dans un torrent de bruit, d'un rire humide et pourri résonnant avec un volume assourdissant avec lui. Il avait peut-être plus dans le rêve, mais la sensation de froid et d'humidité sur ma peau me semblait si réelle qu'elle m'a réveillé. Et j'ai senti ma fiancée me secouer frénétiquement. Apparemment, je l'avais réveillée quand j'ai commencé à marmonner d'une voix grave et larmoyante qui lui faisait assez peur pour qu'elle doive me réveiller. De plus, j'ai dû transpirer à travers mes vêtements de nuit parce qu'ils me donnaient l'impression d'être des chiffons qui coulaient quand je me suis réveillé. Au moins, je me dis que j'ai transpiré à travers eux parce que l'alternative est tout simplement trop énervante. Quoi qu'il en soit, inutile de dire que lorsque je suis retourné à l'hôpital le lendemain et que j'ai vu la camionnette de l'électricien ainsi que plusieurs voitures de police, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. L'un des infirmiers n'a pas mis longtemps à me raconter l'histoire. Apparemment, il y avait eu une panne de courant la veille au soir, et quelqu'un s'était introduit par effraction dans l'hôpital et avait permis à l'un des patients de s'échapper. Je n'avais pas besoin de demander lequel, bien que j'ai été le plus surpris possible lorsque le Dr J m'a envoyé une note de service m'informant que je n'aurais plus besoin de prendre soin de Joe. Son évasion, la nuit précédente, l'avait assuré. La police m'a interrogé en tant que suspect dans son évasion, bien sûr, mais ma fiancée s'étant portée garante de mes allées et venues une nuit précédente, j'ai rapidement été libéré. Le personnel de l'hôpital, en particulier les 2 aides-soignants qui m'avaient suivi, ont été plus longs à croire à mon innocence, mais finalement même eux ont fini par le revendiquer. J'ai essayé plusieurs fois de voir le Dr G après ça et de lui dire que j'avais découvert quelque chose, mais d'une façon ou d'une autre, chaque fois que je me présentais, elle était dehors ou avait une réunion ou pour une raison ou une autre, ne pouvait me voir. Je ne lui en veux pas. Elle voulait probablement mettre tout ça derrière elle. Je soupçonne que ce désir est devenu encore plus fort quand on a appris que le Dr A était mort d'une insuffisance cardiaque peu après un cambriolage. Bien sûr, j'ai des doutes sur l'identité de l'envahisseur, mais je ne peux pas le prouver. Je sais cependant que si la pire peur du Dr A était de ne pas pouvoir contenir Joe, alors le voir entrer par effraction dans sa maison aurait été certainement rempli le but horrible de la chose. Pourtant, pendant très longtemps, une chose n'a pas eu de sens. Pourquoi la chose s'était-elle échappée alors? Il vivait confortablement dans l'hôpital depuis des décennies et avait neutralisé la menace apparente que je représentais. Pourquoi décider de risquer sa chance dehors? Je ne saurai jamais la réponse avec certitude, mais j'ai une théorie. Elle remplit ma conscience de culpabilité. Vous voyez, je repense sans cesse à la dernière conversation que j'ai eue avec la chose, et ce dont je me souviens le plus, c'est qu'elle est restée parce qu'elle ne savait pas comment être une proie, c'est-à-dire humaine, et qu'elle refusait mon lapin moelleux parce que je n'y croyais pas. De toute façon, tous ces moyens d'infliger des tortures psychologiques alors qu'ils reposaient sur des connaissances qu'un humain ne pouvait avoir étaient encore des méthodes qu'un humain pouvait utiliser. Ce qui m'amène à conclure que tant que les membres du personnel traitaient la chose comme s'il s'agissait d'un être humain,
elle devait s'adapter à leur perception. Alors, à sa façon, terriblement triste, le pauvre petit Joe l'avait emprisonné en lui faisant croire qu'il était humain. Certes, Impatient l'avait traité de putain de monstre, mais il a dû sentir qu'il parlait d'un monstre métaphorique, et non d'un monstre littéral. Il ne croyait pas que c'était inhumain, donc ça ne pouvait pas changer. Et tant que personne d'autre n'a dit qu'il bluffait, il était piégé sous cette forme. Mais ensuite, j'ai dû venir lui dire que non seulement je croyais que ce n'était pas un humain, mais que je savais que ce n'était pas un humain. Ce qui veut dire que j'ai dû la libérer pour qu'elle prenne la forme la plus efficace possible, qu'il s'agisse d'un monstre, d'une personne ou d'une vague d'eau stagnante de la rivière que j'ai ressentie dans mon rêve. Il était libre de prendre la forme réelle de ce qui avait tué Marty, plutôt que de simplement faire entendre sa voix, et avec sa capacité à se métamorphoser, restaurer, et n'avait pas besoin de compter sur notre hôpital comme un sanctuaire où les gens étaient formés pour ne pas croire aux monstres. Ou du moins, c'est ma théorie. Mais bien que cette pensée m'empêchait de dormir la nuit en apparence, j'essayais de donner l'impression d'avoir tourné la page. Je pense que j'ai même pu convaincre le reste du personnel que j'y étais parvenu moi aussi. Les derniers mois de ma résidence se sont passés sans incident. J'ai mis au point des plans de traitement efficaces pour un certain nombre d'autres patients dont certains m'ont valu les éloges de mon superviseur, et j'ai même acquis une célébrité mineure parce que j'étais le seul médecin qui n'était pas devenu fou ou qui n'avait pas démissionné après avoir traité Joe. Si j'avais été plus disposé à parler de ce qui s'était passé, j'aurais probablement pu maintenir ce statut mythique, mais comme c'était le cas, je n'ai rien dit. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais fou, et en plus, j'avais d'autres soucis. Inutile de dire qu'on m'a dit qu'il y aurait un emploi pour moi si je restais jusqu'à la fin de ma résidence, mais pour des raisons tout aussi évidentes, j'ai refusé d'accepter cette offre. En fait, quand j'ai eu une excuse pour démissionner plus tôt, j'ai sauté sur l'occasion. Voyez-vous, ma fiancée avait laissé le stress de son dernier semestre à l'université l'atteindre de façon très sérieuse, et après un certain temps, il est devenu évident que je devrais probablement prendre un congé pour m'assurer qu'elle s'en sorte bien. L'événement déclencheur s'est probablement produit lorsque, après une journée particulièrement difficile, elle n'est pas rentrée du tout à la maison. Cela m'a incité à appeler ses amis et à leur demander, en panique, où se trouvaient ses lieux de rencontre préférés au cas où elle aurait trop bu et n'aurait pas vraiment disparu. Après un trajet frénétique d'un bar à l'autre de la ville voisine, je l'ai enfin trouvée, affalée contre le mur d'une ruelle et vomissant, ses cheveux blonds et luxueux. Elle traversait sa robe souillée, elle était tellement ivre qu'elle semblait pas remarquer quand je l'ai appelée les premières fois. Mais quand je me suis approché assez près, elle semblait me reconnaître. Bien qu'avec un peu de clarté, le lendemain j'ai posé 2 semaines, j'ai rectifié mes références et j'ai commencé à chercher du travail dans un endroit plus adapté à mes compétences. Au cours des années qui ont suivi, j'ai travaillé avec un grand nombre de psychiatres brillants dans de très très beaux hôpitaux, mais de plus en plus j'ai constaté que je n'avais pas le cœur à ce genre de travail. Je n'arrivais pas à oublier les mots de ce truc sur la façon dont je vivais la misère d'autres personnes. Cela m'a presque poussé à abandonner la médecine, d'où le titre de cette histoire. Mais je n'ai pas démissionné. Au lieu de cela, j'ai décidé d'utiliser les connaissances que j'ai acquises auprès de ce patient de la meilleure façon qu'il soit. J'ai ouvert un cabinet privé où je me suis spécialisé dans les traitements d'enfants atteints de délire paranoïaque ou d'autres troubles de la peur. Certains de ces cas sont assez courants, tandis que d'autres concernent des délits partagés, comme le garçon dont les parents pensaient qu'il était hanté par le fantôme de sa sœur avortée. Mais de temps en temps, j'ai un enfant qui me parle d'un monstre qui ne le laisse pas dormir. Parfois ça vient du mur, parfois ça vient du placard, parfois ça vient de sous le lit, mais d'où qu'ils viennent, c'est toujours la chose dont ils ont le plus peur. Sauf qu'il y a un autre détail qui me fait dormir. Parfois, les monstres aiguillonnent leurs victimes en disant que ce ne sont que des enfants qui se transforment en monstres, et en demandant aux enfants qu'ils tourmentent de les libérer, en leur disant qu'ils sont aussi des gens. Pire encore, parfois je ne sais même pas si ces enfants me demandent vraiment de l'aide ou s'ils ne sont qu'un peu plus de ce qu'était Joe. Parfois j'ai l'impression qu'il me rit au nez derrière ses yeux d'enfant ostensiblement innocents et terrifiés. Mais quelle que soit la raison pour laquelle ces enfants me racontent ces histoires sur ce qui les terrorise la nuit, et qu'ils soient tous encore enfants ou non, le fait est que certains le sont. Et ces enfants sont des gens pour qui je suis un médecin. Parce que contrairement aux autres médecins, je connais les enjeux de ce cas. Je suis peut-être paranoïaque aussi, mais je me souviens des mots de la chose qui s'appelait Joe. Je me souviens qu'il était exalté que rien comme moi n'a jamais eu la chance d'être une proie. Et je frémis aux connotations de ces 3 premiers mots parce que je sais ce qu'ils signifient.
Peu importe ce que Joe était, il n'était pas seul. Il y a peut-être une espèce entière de choses qui vivent à nos côtés, et ce n'est que maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent vivre parmi nous. Je serais damné si j'en laisse une autre prendre le contrôle de la vie d'un enfant, et je suppose que mes soupçons sont généralement fondés parce que les enfants que je traite qui souffrent de ce genre de visite nocturne ont rarement besoin d'une deuxième séance, après que j'ai fini avec eux. Jusqu'à présent, seule ma femme connaissait cette histoire, et comme je l'ai dit, elle me croit. Si vous ne le faites pas, c'est très bien, je sais pas si j'y crois moi-même ou si ce n'est qu'un épisode d'une psychose plus grave qui me rendra un jour aussi fou que mes patients. Mais si vous êtes parent ou psychiatre vous-même et que vous avez des patients ou des enfants qui vous racontent des histoires comme le vrai Joe, alors c'est l'avertissement que je suis obligé de vous donner par la médecine et par mon humanité commune. Quoi que vous fassiez, ne dites pas à votre enfant que le monstre qu'il vit ou qu'il voit n'est que son imagination, parce que si même une petite partie de cette histoire est vraie, vous pourriez signer leur arrêt de mort, et celui de beaucoup d'autres aussi. Et le pire, c'est que vous ne le savez peut-être même pas avec certitude, parce que maintenant qu'ils savent comment les humains agissent, ils peuvent utiliser leur capacité de lecture de l'esprit non seulement pour vous effrayer, mais aussi pour singer le comportement et les souvenirs de qui que vous pensez qu'ils soient. Merci de m'avoir écouté. C'est tout ce que j'ai à dire personnellement, mais il y a encore une chose, parce que je n'aime pas trop y penser si je peux y empêcher, mais j'ai laissé à ma femme le soin de poster ceci et de filtrer les commentaires pour trouver ceux qui méritent une réponse. Je lui donnerai donc le dernier mot, car c'est grâce à sa diligence que j'ai pu trouver un public aussi enthousiaste, ce qui m'a donné le moindre espoir que mes efforts pour arrêter la chose qui se faisait appeler Joe n'aient peut-être pas été en vain. Je vous remercie tous. Je vais lui laisser maintenant la place. Mes meilleurs vœux, Parker. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir vous parler ouvertement plutôt que d'agir en coulisses pour une fois. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse de l'accueil que vous avez tous réservé à l'histoire de Parker. Il a l'air d'un homme nouveau, sachant que quelqu'un le croit. La vérité, c'est que l'idée de poster ça a commencé quand Parker m'a raconté l'histoire en premier lieu. Parce que même si cette expérience semblait l'aider, je pense qu'il voulait toucher plus que moi. Je pense qu'il voulait avertir les gens, mais il ne savait pas comment, ni si quelqu'un le croirait. Je voulais aider, mais je ne voulais pas non plus qu'il soit enfermé pour avoir dit aux mauvaises personnes, alors j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ce forum. De là, j'ai juste copié et collé des articles au fur et à mesure qu'il écrivait et j'ai passé au crible les commentaires après qu'ils aient été postés. Je dois bien m'en sortir parce que il a été ravi de savoir qu'il y ait quelqu'un qui le croit. En fait, le fait de connaître des gens ouverts d'esprit comme vous me donne aussi beaucoup d'espoir. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté cette histoire. Je sais que je vous ai fait attendre longtemps pour avoir toute l'histoire, mais Parker a écrit lentement et nous avons décidé que nous devions la rationner en petites doses. Ni lui, ni moi n'aurions pensé que vous l'auriez cru aussi facilement. Si nous vous avions laissé tomber le tout sur vous et vous aviez demandé de l'accepter sans réserve, eh bien, ça, ni lui ni moi n'aurions pensé que vous l'auriez cru aussi facilement. Si nous vous avions laissé retomber le tout sur vous et vous avions demandé de l'accepter sans réserve, ça n'aurait sûrement pas été la même chose. Eh bien ça, j'ai apprécié de voir vos réactions. Si je montrais à Parker le fil conducteur de cette histoire, il pourrait probablement écrire un livre sur la peur avec toutes les théories que vous avez avancées sur ce quoi il avait à faire. Ces théories en disent long sur ce dont vous avez tous peur, et c'est très personnel. Donc je suppose qu'il est juste que je partage quelques détails personnels avec vous. Tout d'abord, c'était vraiment douloureux pour Parker d'y penser, encore moins d'écrire, et je devrais le savoir. J'ai vécu avec lui les événements de l'histoire et le processus d'enregistrement. Je m'attends à ce qu'il ait de mauvaises pensées au sujet de ses expériences pour le reste de sa vie, et j'ai certainement fait ma paix en étant à ses côtés avec eux. Cependant, je pense que, quels que soient ses échecs, cette histoire confirme une chose. Parker est un homme bon qui prend un grand soin de ceux qu'il aime. Il a toujours été bon avec moi et ma famille. Et pour des raisons que j'aborderai tout à l'heure, je tenais à lui rappeler ce côté de lui-même avec une force particulière. Mais d'abord, répondons à une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Est-ce que je pense qu'il est fou ? Non, pas du tout. Mais même s'il l'était, je m'en ficherais et je ne laisserai personne l'enfermer. Parker est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je me sens plus libre avec lui que jamais. Auparavant, j'étais à mon point le plus bas. La nuit où il m'a trouvé dans cette ruelle, je me sens heureuse avec la personne que je suis maintenant.
Et plus je reste longtemps avec lui, plus cette personne est gravée dans la pierre. De plus, nous sommes vraiment très semblables et inséparables. Et même si je sais que tous les couples disent probablement cela, et que vous n'avez pas beaucoup de preuves à l'appui, je vous promets que c'est vrai. Et de toute façon, nous avons traversé tant de choses ensemble, je veux juste m'assurer qu'ils comprennent à quel point c'était merveilleux qu'il soit venu dans ma vie. De plus, je ne pouvais vraiment pas me permettre de le perdre. Pas maintenant. Ce qui me ramène à la raison pour laquelle je lui ai demandé d'écrire ça au moment précis. Voyez-vous, je suis enceinte et même si je ne lui ai pas encore dit, je veux m'assurer qu'elle se souvienne de l'homme bon et protecteur qu'il a été pour les enfants des autres, avant de lui dire qu'il va avoir le sien. D'autant plus que l'intuition de ma mère me dit que notre enfant lui ressemblera probablement plus qu'à moi. Même si j'ai raison, je suis sûr qu'il sera assez perspicace pour reconnaître la ressemblance que le bébé a avec moi. Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça, eh bien, je suis peut-être sentimental, mais après avoir passé tant de temps à vous faire part de l'expérience la plus douloureuse de mon mari, j'ai l'impression que vous êtes tous de la famille, et donc vous méritez de savoir qui a vraiment publié tout cela, et qui a relayé les réponses de Parker à vos commentaires. C'est vraiment un plaisir de m'adresser à vous tous, de ma propre voix. Oh, et ça me rappelle, même si Parker m'a parlé de moi à plusieurs reprises, il n'a jamais mentionné mon nom. Je devrais probablement trouver cela insultant, mais honnêtement, étant donné ce qu'il avait en tête, je puis lui pardonner. Mais il n'y a aucune raison que tu ne connaisses pas mon nom. Et contrairement à Parker, je ne le déguiserai pas sous un pseudonyme. Bonjour, je suis Jocelyne, ou du moins c'est mon prénom complet, et c'est aussi comme ça que Parker m'appelle toujours. Ça ne me dérange pas, mais quand même. Ça a toujours été un peu formel. Mais vous, les lecteurs, vous avez été si charmants. Il vous a tellement parlé de moi que je ne pense pas que nous ayons besoin d'être formels les uns avec les autres. Alors s'il vous plaît, appelez-moi Joe. Fin de ce creepypasta. Je veux juste relire la dernière phrase parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Bonjour, je suis Jocelyne. Ou du moins c'est mon prénom complet. Ok, ou du moins appelez-moi Joe. Ok. Donc fin de ce creepypasta. Non, Jocelyne, elle a fait la contraction avec Joe. J'ai cru qu'il y avait un genre de d'easter egg sur la fin en mode Jocelyne, en fait c'est Joe qui a... Enfin, vu que Joe s'est échappé, en fait il a pris la place de sa femme. Enfin bref, je m'étais fait un film en plus du film. Alors fin de ce creepypasta. On a la conclusion, la dernière rencontre avec donc le faux Joe. On a la version aussi de sa femme, etc., etc. C'est un creepypasta qui est très très bien écrit. L'histoire est bonne de début à la fin, détaillée au maximum. Ça vraiment, on peut en faire un livre. C'est super bien écrit. D'ailleurs, c'est pour ça que Ryan Reynolds va faire. Normalement, on va le sortir en film. Bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ça a été très long, c'est long à faire ce genre de creepypasta. En général, si je vous sors 20 ou 30 minutes de creepypasta, j'ai 40 ou 45 minutes d'enregistrement. Après, je fais quelques retouches, j'essaye de faire au mieux pour tout le monde, que ce soit le plus compréhensible possible, à savoir que tout est en anglais. Alors, faut traduire aussi, ce qui explique que des fois, des phrases paraissent pas très bien écrites, mais tant que le sens est compris, c'était le plus important. Il y a bien évidemment l'update, c'est-à-dire qu'il y a une partie bonus qui est sortie, je ne l'ai pas encore lu, je vous la sortirai sûrement. Et puis bah voilà, je crois que j'ai pas grand chose à dire à part que bah c'était un super creepypasta. Je vais vous sortir l'update bientôt, je sais pas trop quand, et puis on va se relancer sur Hublot partie 7 que je vais vous ressortir aussi plus tard. On va repartir sur de SAR, sur pas mal de choses dans les creepypasta et sur les autres systèmes de vidéos que j'ai, un jour un tueur ou autre. Voilà, j'ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était H5, portez-vous bien. Ciao tout le monde.